Vous mettez les gens en mouvement qu'en leur proposant une histoire dans laquelle ils reconnaissent leur monde. Pour moi, cette citation a été un peu révélatrice. Et je me suis demandé pendant longtemps, qu'est-ce qui finalement freinait l'engagement et pourquoi la notion d'engagement pouvait paraître très dogmatique pour certains et même abstraite pour d'autres personnes. La première chose, pour moi, vient de la sacralisation. On a sacralisé les figures de l'engagement. Entre l'abbé Pierre, Nelson Mandela, en passant par Martin Luther King et Simone Veil, ces figures emblématiques semblent avoir été touchées d'une grâce divine et semblent être des modèles de vertu et de témérité. C'est un peu compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Et d'un autre côté, la machine mondiale, la machine économique semble tellement complexe que l'engagement semble impossible pour nous. C'est notamment une notion qui a été développée par Gunther Anders dans le cadre du décalage prométhéen. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le décalage entre ce que nous faisons et ce que nous pensons, entre notre faculté de production et notre faculté de sentir, de penser. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui incarne la société actuelle. La machine est devenue tellement complexe que finalement, malgré qu'on puisse prôner des discours humanistes et des valeurs très fortes, dans notre quotidien, on a tendance à peu les mettre en valeur. Mais en même temps, c'est normal. Finalement, l'enjeu a l'air tellement indimensionnable qu'on se sent vraiment impuissant et vraiment très faible vis-à-vis de cette machine géante. Alors j'ai développé un concept, parce que pour moi tout ça c'est faux finalement, qui s'appelle le triple malentendu. Et qu'est-ce que c'est? Pour moi, le triple malentendu, c'est considérer qu'être une figure engagée nécessite forcément 1, d'être un expert, 2, d'être un modèle de vertu, et 3, d'être un leader né. Il y a 5 ans, j'ai engagé ma propre révolution dans un secteur que nous connaissons tous et qui nous fait tous très peur, la finance. Et quand j'ai commencé à travailler en finance, pour moi, c'était impossible de révolutionner ces modèles. Ça avait l'air tellement en place, géré par des forces des lobbying tellement suprêmes. Mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que j'ai passé mon bac en 2008, je suis une enfant de la crise financière et pour moi, si je voulais vraiment avoir un impact au niveau économique, je devais travailler sur la colonne vertébrale de l'économie qui était pour moi la finance. Et donc, je me suis associée avec Julien, mon partenaire de travail. Et avec Julien, on s'est posé une question. Comment faire pour simplifier cette finance, la transformer et la mettre au profit d'une économie qui partage nos valeurs? Et quand j'ai démarré il y a 4 ans avec Julien, 1, on n'était vraiment pas des experts. 2, j'étais pas non plus un modèle de vertu, croyez-moi. Et 3, je ne correspondais pas vraiment à l'archétype du leader charismatique. Et pourtant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour combattre ces 3 stéréotypes et pourquoi, au final, ce sont ces stéréotypes qui nous mèneront vers un vrai effondrement. Le premier stéréotype. Pour réussir une révolution sectorielle, il faut être un expert. En France, on est les principaux garants de la technocratie. Donc, quand on a démarré avec Julien, dans un secteur financier ultra complexe, comment vous dire que les pontes de notre secteur étaient ébahis, quoi. Quoi? De petits jeunes de 24 ans, travailler en finance, c'est extrêmement compliqué, mais monter une petite plateforme de dons, une association, un truc philanthropique, quoi. Vous attaquez pas aux trucs très complexes, ça c'est pour les experts. Et nous, on était convaincus que c'était notre inexpérience qui permettrait de réinventer les modèles. Dans le secteur financier, l'expertise a été mauvaise. On a finalement, on guérit pas le cancer, quoi. Le but, concrètement, de la finance, c'est que l'argent est dans l'économie. C'est pas très compliqué. Et finalement, on a créé une machine ultra complexe pour servir des intérêts. Et nous, on a voulu casser cette machine justement avec notre innocence. Donc, on a voulu travailler en finance solidaire. Et quand je dis ce terme à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, ils me disent « mais c'est un total paradoxe ». Et même, j'irai plus loin, il y a un vrai tabou en France autour de l'argent. Et je vais vous citer un petit passage qui incarne vraiment cette problématique autour du tabou de l'argent. Toute attention donnée aux choses d'argent était réputée vile et basse au suprême degré dans ma famille. Il y était en quelque sorte contre la pudeur de parler d'argent. L'argent était comme une triste nécessité et son rôle indispensable, malheureusement comme les lieux d'aisance, mais dont il ne fallait pas parler. C'est une citation de Stendhal, La vie d'Henri Brulard. Donc nous, on a voulu anoblir l'argent. On a voulu que l'argent ne soit plus vu comme un outil qui finalement
scinder les classes entre elles, mais comme quelque chose qui permettrait de revaloriser les personnes. Et c'est pourquoi notre solution, c'était de créer une désintermédiation. Une désintermédiation entre l'argent et l'économie. On permet en fait aux gens, avec 1 000 €, 1 000 € ce n'est plus 1 000 € sur mon livret A qui fait je sais pas trop quoi, qui est juste finalement une ligne sur mon compte bancaire. 1 000 € c'est des logements sociaux qui peuvent être créés. 1 000 € c'est des nouvelles énergies qui peuvent être développées. 1 000 € c'est une start-up qui utilise la technologie au service du bien commun qui peut se développer. 1 000 € c'est aussi peut-être la petite boulangerie en bas de chez moi qui emploie des personnes éloignées de l'emploi et qui les empower dans la société. Et sur nos 10 000 épargnants, les 10 000 épargnants de l'ITA.co, tous savent exactement où va leur argent. Et je pense que sur des millions d'épargnants dans les institutions bancaires, moins de 10 000 sont en capacité de dire ça. Donc voilà, on a donc prouvé que ce premier stéréotype qui consiste à dire que pour réussir une révolution sectorielle, il faut être un expert, était faux. Maintenant, on va passer au deuxième stéréotype. Le deuxième stéréotype, c'est la figure qu'on a du leader charismatique. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu m'engager, j'ai toujours voulu résoudre les inégalités sociales et environnementales. Et pourtant, je n'avais pas vécu la guerre, ni d'événements historiques hors du commun. D'ailleurs, j'étais issue d'une classe plutôt aisée, je n'avais pas vraiment de problème pour étudier. Mais malgré tout, j'avais envie de m'engager. Et j'ai grandi avec ce fantasme de l'homme sage, charismatique, qui a vécu des grandes choses, qui lui donnait sa légitimité. Et je me sentais complètement illégitime face à ces grands hommes. Les femmes, en plus, étaient très peu représentées dans ce milieu de l'engagement. Non pas qu'il n'y ait pas eu des femmes qui ont transformé la société, mais c'est clairement pas celles-là qu'on nous montrait à la télé. Mais malgré tout, j'ai décidé de m'engager avec ce bagage émotionnel. Parce que, je vous assure, je n'ai rien de la carrière de Nelson Mandela. Je suis une femme hyperactive, avec une empathie qui approche l'hypersensibilité, assez passionnée, parfois un peu décousue, etc. Et comment est-ce que je me suis engagée? Donc, j'ai commencé en classe préparatoire ENS Cachan. J'ai fait une fac de maths dans ce noble établissement, qui m'a beaucoup appris. J'ai également après intégré une école de commerce, l'EM Lyon, sur laquelle j'avais énormément de préjugés. Bon, ça n'a pas non plus empêché tous mes camarades de m'appeler la rouge, mais bon, en même temps qu'on a un minimum de conviction sociale dans une école de commerce, on est tout de suite une grosse coco, quoi. Et derrière, j'ai réintégré l'ESSEC pour faire un master spécialisé sur la mesure d'impact social. J'ai travaillé en Inde en microfinance sur des plateformes technologiques pour accompagner les entrepreneurs des zones rurales, un peu en Chine et dans une grande banque, une grande institution bancaire, pour travailler sur les politiques de désinvestissement dans le nucléaire, l'huile de palme, l'armement, etc. et mettre en place une révolution dans la banque. Mais bon, malgré tout, j'avais ensuite 24 ans, j'étais toujours inexpérimentée et j'avais toujours pas connu la guerre. Et j'ai décidé de m'engager. Notre milieu de la finance éthique accepte un peu deux postures. Donc la première posture que l'on connaît vraiment, l'abbé Pierre, ce sage homme qui appelle à la générosité du public, ou la posture du financier. Alors, à part beaucoup aimer le whisky, j'avais pas grand-chose de la posture du financier classique logé dans sa tour à la Défense. Et malgré tout, j'avais envie de travailler dans ce secteur et c'était un peu excitant en fait finalement que de se confronter à ce secteur-là. Bon, je vais pas non plus vous cacher que ça n'a pas été sans mal et que pendant les 5 ans d'activité, j'ai quand même eu droit à certaines remarques pour me ramener à ma condition. Notamment, une fois, j'étais au téléphone avec un de mes investisseurs et devant l'insolence dont je faisais preuve en juste exprimant ma position de gestion sur ma propre entreprise, il me dit « Eva, tu vas baisser un peu d'un ton, t'es gentille, hein, mais t'écoutes pas beaucoup. » Ah oui. Et là, je me suis sentie comme une petite fille qui se faisait gronder au supermarché. Ou une fois, un de mes salariés, en tentant de rattraper une de ses bourdes en rendez-vous, il sort et il me dit « C'est quand même plus facile pour toi hein, de développer un business. Hein. » C'est-à-dire, oui, quand on est jeune, fraîche comme ça. Okay. Quand ton salarié te dit que la raison pour laquelle tu réussis, voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit problème dans la société. Ou encore ce matin, je me suis fait traiter de sale idiote par une personne que je ne voulais pas accompagner et qui visiblement est un entrepreneur très charismatique. Bon, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent quand on ne correspond pas à l'archétype de son secteur et même quand on a une boîte d'une 30aine de personnes.
Finalement, la thèse de casser ce deuxième stéréotype, pour moi, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'en divinisant l'archétype du leader né, on arrive à un vrai cataclysme. Et pour moi, je pense qu'il faut diversifier les figures du leadership. Il faut que le leadership soit en nous tous, sinon qu'est-ce qui se passe ? La divinisation de ces personnes-là freine le phénomène d'identification, pour moi, qui est nécessaire à la propagation et au maintien d'une vraie idéologie engagée. Et également, j'ai l'impression qu'à la mort aussi de ces figures emblématiques, leur théorie engagée semble se perdre ou se figer avec leur mort. C'est un petit peu dur pour la fin de ce deuxième stéréotype, mais on va passer du coup au troisième, qui pour moi est le plus intéressant, le modèle de vertu sociale qu'on a en France. On est clairement héritier d'une culture religieuse, sociétale, qui, d'une certaine manière, a défini pour nous ce qu'était le bien, ce qu'était le mal, ce qu'était la vertu, ce qui était l'escandre, ce qui était finalement la manière dont on devait agir aujourd'hui. Et pour moi, ce dernier stéréotype, il est extrêmement problématique. Il est maintenu et conservé par les médias que j'aime bien appeler les prêcheurs du XXIe siècle, et il faut vraiment s'en libérer. Parce que ce n'est pas en stigmatisant et en mettant de côté une catégorie de la population qui, pour nous, ne respecte pas ce modèle de vertu qu'on arrivera à une vraie transformation globale. Et nous, on a décidé d'avoir une posture complètement différente. On a décidé de ne pas voir, en fait, de ne pas définir ce qu'était la vertu sociale et de travailler avec des acteurs qui n'incarnent pas du tout, pour le grand public, ce progressisme sociétal. Donc, par exemple, dans notre secteur financier, qui incarne le désastre sociétal, c'est les banques. Et nous, on a décidé de travailler avec les banques classiques, parce qu'on ne les voit pas comme des institutions dangereuses, mais on les voit comme des groupes de personnes qui sont dans un système très établi. Et plutôt que de croire en l'institution bancaire, on a souhaité croire en les personnes qui la composent. Et en fait, si vous ne voulez pas travailler avec les institutions classiques et avec les personnes que vous considérez comme étant complètement à l'opposé de vous, on n'arrivera jamais à transformer le système. Aujourd'hui, les petits actes individuels ne permettront pas de vraiment transformer la société. Et je vais vous donner quelques statistiques qui, pour moi, sont extrêmement parlantes. Sur la consommation individuelle d'énergie, un quart est lié à la consommation personnelle. 90% des ressources d'eau ne sont pas utilisées par les personnes, mais par l'agriculture et l'industrie. Et moins de 3% de la collecte des déchets vient des particuliers. Donc finalement, si on veut transformer l'économie, il faut transformer le système tel qu'il est. Comment finalement nous arriverons à ce nouveau paradigme et comment finalement opérer une vraie transformation du système en place ? Pour moi, je considère qu'une idée engagée est bonne et une vraie valeur et une vraie vertu sociale si elle arrive à passer le filtre idéologique, technique et culturel de notre interlocuteur. Et pour moi, la meilleure manière de tester votre idée engagée, c'est justement de la mettre en face d'une personne qui, pour vous, n'incarne pas du tout le progressisme sociétal. Je vous ai donné l'exemple des banques, je vais vous en donner un dernier qui est extrêmement signifiant. Il y a quelques mois, on nous a vu faire une conférence à Rome et j'ai été contactée par un proche du Vatican et du cardinal Turkson disant que l'ITA.co était un moyen magnifique d'appliquer un projet qu'ils avaient au sein du Vatican. Je trouvais ça... Bon, ça m'a éveillée, ça m'a posé question. En fait, ce qu'il me disait, c'était que le pape avait écrit une encyclique qui s'appelait le Laudato Si. Donc j'ai déjà tapé sur Google savoir ce qu'était une encyclique. Puis ensuite, j'ai lu cette encyclique, le Laudato Si. Et finalement, j'ai découvert un vrai traité d'économie durable. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et du coup, pour vous la faire courte, aujourd'hui, nous avons lancé, avec un projet qui a été mis en place dans le Vatican, inspiré par le pape, une plateforme permettant d'accompagner des projets qui aideront les réfugiés. En fait, c'est des entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont monté au Vatican un incubateur d'entreprises qui permettront de résoudre les problématiques dont parle le pape dans le Laudato Si. La première problématique qui a été traitée était le climat,
Et la deuxième, c'est la crise, moi j'aime plutôt dire la crise d'accueil des réfugiés. Et donc, pour pouvoir soutenir ce projet, ils avaient besoin d'un produit de finance inclusif. Et c'est pourquoi on a lancé, il y a quelques jours, donc je vous le dis en exclusivité, la première plateforme de financement de projets qui accompagneront d'ici à 2020 10 millions de réfugiés, avec une approche entrepreneuriale. Donc ce n'est pas des projets associatifs, on est sur des entreprises. Et le but, en fait, pour ces Américains, donc c'est toujours très dogmatique, mais travaillons ensemble, c'est de créer les GAFA sociales de demain. Et qu'on arrête de mettre autant de fric dans des structures qui seront responsables, finalement, de pires externalités qu'a pu créer l'époque industrielle. Donc voilà, pour moi, je considère que pour être une vraie figure révolutionnaire et un vrai leader de l'engagement, il ne faut ni être un expert, ni un modèle de vertu, ni un leader né, mais c'est qu'en s'engageant qu'on arrivera à le devenir. Merci.